Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio, 19h, 19h15 pour décortiquer l'actualité du rugby. Cette semaine, on est en spécial tournoi destination, la défaite vendredi soir de la France face au Pays de Galles. Et là, on va parler des deux autres matchs du tournoi avec Benjamin Hughes. Hi Ben. Hi Benji, hi Patrick. Hi Patrick Ramos, salut Patrick. Bonjour messieurs, bonjour Benji, hello Ben et bonjour à tout le monde. Patrick qui progresse de jour en jour, hein, Ben. À la fin du tournoi, il va être bilingue. Incroyable. Patrick et Ben qui vont parler d'Écosse, Italie et d'Irlande-Angleterre avec la victoire du 15 du Chardon et celle du 15 de la Rose. On va débuter dans l'ordre, Patrick et Ben, avec Écosse-Italie qui avait lieu samedi après-midi. Victoire 33-20 des Écossais face aux Italiens. Et Ben, celui qui a fait la une de toutes les gazettes en Écosse, c'est Blair Kinghorn qui a été le roi. Il a inscrit 3 essais. C'est la première fois que ça lui arrive dans sa carrière internationale. On rappelle qu'il a 22 ans et seulement 8 sélections. Il a été impressionnant. Très impressionnant. Écoute, les ailiers sont là pour marquer des essais. Et ce jeune homme, Kinghorn, a très très bien joué. Il en a marqué 3. Et à 22 ans, je pense que ça sera peut-être le match de sa vie. Ceci dit, il est rapide, il est puissant. Je pense que l'équipe de l'Écosse a très très bien joué. C'était un peu gâché à la fin parce que les Italiens ont pu marquer 2 essais vers la fin. C'est toujours comme ça avec les Écossais, je ne comprends pas. Il ne faudrait pas qu'ils perdent le contrôle du match, mais je trouve que c'est une bonne équipe. L'Italie s'est accrochée. Patrick, il y avait les joueurs que l'on avait repérés lors du match face aux Zèbres de Parme, le match du Stade Rochelet. Évidemment, ils ont montré qu'ils avaient les crocs et ils en avaient peut-être un petit peu marre de se faire chambrer dans la presse. Les Italiens, ils ont offert quand même de la résistance aux Écossais. Ah oui, puis moi j'étais très très content de leur fin de match. Ces 2 essais qu'ils ont marqués, il y a aussi quand même perdure cette magie du tournoi où malgré une affiche qu'on aurait pu penser peu alléchante, les Écossais qui recevaient dans leur entre de Murrayfield les Italiens, le stade archi bondé. Donc c'est toujours cette magie du tournoi qui continue, que ça soit contre les Écossais recevaient l'équipe d'Italie qui l'année dernière avait ramassé la cuillère de bois, et on a quand même assisté à un festival d'essais. 8 essais au total, 5 pour les Écossais, 3 pour les Italiens. Et ce nouvel Écossais, et je lisais dans la présentation d'équipe, il est tout jeune, je ne sais pas si c'était sa première cape. Par contre, l'entraîneur écossais, Gregor Townsend, a laissé Maitland, le titulaire, sur la touche, ou dans les 21. Oui, c'est vrai. Exactement. Il faudrait aussi dire un mot pour Sergio Parisse, parce que le capitaine du Stade français qui a fait, je crois, 66 sélection maintenant dans les 6 nations, c'est quelque chose ça. Alors, record de matchs joués dans le tournoi des 6 nations, avec 66 rencontres, effectivement, tu as raison Ben. Sergio Parisse était jusque-là à égalité avec une légende du rugby irlandais, Brian O'Driscoll. Il a dépassé l'ancien centre irlandais. On rappelle, il a débuté le tournoi en 2004. Parisse, 135e sélection. Je parlais de légende du rugby irlandais. Lui, c'est vraiment une légende du rugby transalpin, Patrick. Ah oui, légende du rugby transalpin, Benji, je dirais légende du rugby mondial, car Parisse toujours continue dans le top 14, et on connaît la difficulté, la dureté de ce championnat top 14, qui est, paraît-il, le plus dur au monde. Et Parisse continue avec le Stade français à faire le beau jour, et on le verra dans quelques temps, parce que le Stade français va venir jouer à La Rochelle. Hier, on a donné dans l'émission nos tops et nos flops. Clairement, Ben, là, c'est un top, Sergio Parisse. Ah oui, c'est vraiment un très très bon joueur. Je ne sais pas quel âge il a maintenant, mais est-ce qu'il a des chances de prendre la tête des joueurs qui ont joué le plus de matchs internationaux? Richie McCaw, je pense qu'il est en tête. Il y a O'Driscoll qui n'est pas loin derrière. Parisse, il en a pas mal, mais je crois qu'il a 34 ans maintenant. Mais c'est un mec avec beaucoup d'expérience qui joue très très bien. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on adore, parce que c'est une légende aussi du top 14, Sergio Parisse. Il est toujours bon avec les médias, il ne se cache jamais, lui, que ce soit défaite ou victoire. On l'aime aussi pour ça, Patrick. Ah oui, puis il parle couramment français, avec cet accent que nous apprécions beaucoup, cet accent italien. C'est un joueur, c'est un beau joueur, qui sont au poste de numéro 8, est un des meilleurs, je ne vais pas parler au passé, est un des meilleurs techniciens à ce poste, qui demande beaucoup de technique. Je dirais une petite chose, je pense qu'il parle trop
à l'arbitre. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours en train de discuter avec l'arbitre. Je sais que c'est le job du capitaine, mais des fois, il en fait de trop. Et en parlant de l'arbitre, je voulais juste dire une petite chose. Monsieur Pierce, Luke Pierce, qui est gallois d'ailleurs, on ne demande qu'une chose, et on le dit souvent ici, ça c'est la cohérence des arbitres. Et il y avait un moment samedi où un joueur s'est pris un tampon dans le dos de la part d'un joueur écossais. Pour moi, c'était clairement jaune. Et M. Pierce a dit tout simplement « simple penalty ». Pénalité simple. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Surtout, Ben, pour ajouter à ce que tu disais, Benji, il a demandé la vidéo et on l'a vu ensemble, cette vidéo. Il n'y avait pas photo, comme on dit. Et comme tu dis, Ben, jaune en top 14, ça aurait peut-être été un rouge. On en revient sur l'arbitrage, le seul top 14 et surtout l'arbitrage du top 14 en France, où les arbitres français ont reçu des consignes cette année. C'est l'année, ça continue, à la protection, l'intégrité physique des joueurs qui doit rester aujourd'hui une priorité, avec bien sûr les autres règles, mais la priorité de la protection de ces acteurs de jeu. Et puisqu'on est sur l'arbitrage, on va passer à l'autre rencontre, Patrick, Irlande-Angleterre. Avant d'aborder le jeu, la transition est toute faite. Patrick, il était français, l'arbitre c'était Monsieur Garcès. Comment tu l'as trouvé? Alors, félicitations à notre arbitre français qui nous a... Bon, c'est un match pas facile, hein. Si on va rentrer dans le détail, c'était un match très compliqué à arbitrer du fait de l'enjeu et bon, du match de l'année dernière. Mais Jérôme Garcès a été au niveau. On a apprécié son anglais. Il a pris le temps d'expliquer en anglais. Et même à un moment avec les deux assesseurs de touche qui étaient les arbitres français, ils ont parlé anglais pour parler quand ils ont demandé donc le ralenti, du moins l'écran géant. Bon. Je pense que là, aujourd'hui, ce sont des ambassadeurs de l'arbitrage français. Et pourquoi ils sont reconnus aujourd'hui dans le monde entier? C'est parce que maintenant, ils parlent couramment la légende de Shakespeare. Ils ont fait l'effort, un effort nécessaire pour être totalement reconnus. Donc, le top, c'est lui, dans un premier temps, au niveau arbitrage. Monsieur Garcès qui a arbitré lors de la victoire, donc 32-20 de l'Angleterre en terre irlandaise, c'était évidemment à l'Aviva Stadium. On va en parler avec Ben. Tu nous avais dit, Ben, que les Anglais avaient peut-être au fond de la tête une revanche datant du dernier tournoi destination avec cette victoire de l'Irlande qui avait quand même un petit peu peiné les Anglais. Faut pas trop chercher le peuple anglais, hein. Dans ces cas-là, il y a de la mémoire du côté du 15 de la Rose. Oui, c'est vrai. Et je pense que les Irlandais étaient aussi surpris que les Gallois du début du match des Anglais. Je pense que les Anglais ont gagné ce match sur la bagarre physique. Ils étaient vraiment puissants, impressionnants et irrésistibles. Et je pense que le match était presque terminé après une soixantaine de minutes. Ouais, à l'heure de jeu, c'était fini. Patrick, ça donnait l'impression, quand on regardait ce match à la télévision, d'avoir un rouleau compresseur blanc sur le terrain. Cette équipe anglaise m'a vraiment surpris parce que j'avais dit la semaine dernière que c'était la finale du tournoi, mais j'avais dit, mais pas dans ce sens. Je pensais que l'Irlande allait gagner du fait de la saison passée, mais ces Anglais n'avaient pas oublié qu'ils avaient perdu chez eux pour la levée du Grand Chelem pour l'Irlande. Et comme tu disais, Ben, cette équipe d'Angleterre a complètement cadenassé le match. Les Irlandais n'ont jamais trouvé de solution à cette pression. Et on a vu des essais d'ailier dans le premier par l'ailier gauche. Je ne me rappelle plus de son nom, Ben, aide-moi. Il y a le doublé d'Henry Slade. Johnny May de Leicester, qui était à Gloucester. Voilà, qui a fait un super moment, qui a marqué un essai magnifique. Et puis alors ensuite, la révélation, Benji Slade, qui marque 2 essais. Révélation, je connaissais un petit peu de nom, mais là je l'ai découvert dans son rugby total avec 2 essais magnifiques sur un très très bon jeu où vraiment ils ont été les Anglais les rois du terrain. Ouais. Les Kings sur le pitch. Oui, non mais je dirais une chose, c'est que je pense que l'équipe d'Irlande était trop bonne, trop vite, trop tôt pour la Coupe du Monde. Et je pense que l'équipe de l'Angleterre maintenant commence à jouer un peu comme l'équipe d'Angleterre de 2003. C'est-à-dire qu'ils commencent à savoir comment il faut faire pour gagner les matchs. Ils sont passés par un moment très difficile la saison dernière, mais maintenant, avec les joueurs qu'ils ont,
je commence qu'ils seront prêts pour la Coupe du Monde monte en au Japon. puissance. L'Irlande, on rappelle, était invaincue dans le tournoi depuis 2013, hein, donc deuxième nation au classement mondial. Donc c'est vraiment une victoire de prestige. Peut-être que Ben, le seul bémol quand même, on en parlait en off, c'est la petite inquiétude là pour Itoje qui est sorti en boitant. C'était à la 54e minute. Il pourrait, selon Eddie Jones, être touché au ligament d'un genou. Ça nous fait un peu penser au pauvre Marchand. Là, ça peut être inquiétant quand même. Oui, c'est très dur pour les joueurs, surtout dans une saison où il y a quand même la Coupe du Monde à la fin. Ceci dit, en Angleterre, on a Launchbury, on a Laws, donc on a de quoi revenir sur le terrain si jamais Itoje ne peut pas jouer. On verra ça par rapport au crunch, Patrick. Mais du coup, l'Angleterre, Patrick, là, roulement de tambour, tu les mets où là sur l'échiquier, là, est-ce qu'ils vont gagner le tournoi finalement, les Anglais? Rappelons quand même, messieurs, que l'année dernière, les Anglais avaient terminé à la 5e place, derrière les Français, donc ils reviennent de très loin, avec cette punition, comme je disais il y a quelques instants, sur le match contre les Irlandais à Twickenham. Donc les Français, pour une fois, ils avaient terminé depuis très longtemps, avaient terminé devant les Anglais. Donc aujourd'hui, je vois à travers le match de samedi dernier, les Anglais totalement favoris avec le point de bonus. C'est-à-dire que les deux matchs du samedi, on a vu deux équipes qui ont gagné avec le bonus, deux victoires. Il ne faut pas dire bonusé, il faut dire bonifié. Bonifié, ouais. Pas de faute de français, Ben. 2 victoires bonifiées. Donc, je vois maintenant, moi c'est tellement bizarre. Hein. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, étant gallois, moi, je pense que, et j'aurais dû le dire la semaine dernière, je pensais que les Gallois allaient battre la France, sauf qu'à la mi-temps, je n'étais pas très bien, 16-0. Par contre, je pense que le grand match maintenant, ça va être Angleterre, Pays de Galles. Et je vois toujours le Pays de Galles gagner le tournoi. Sauf que, comme tu disais, et comme tu disais toi aussi, Patrick, le match bonifié de l'Angleterre samedi dernier, c'est important. Oui, Angleterre-Écosse, on rappelle 5 points en tête du classement. Et il y a un match Italie-Pays de Galles qui va compter forcément samedi à 17h45, parce que le Pays de Galles est capable quand même d'enchaîner logiquement du côté de Rome. Donc ça va nous donner un tournoi indécis. Je voudrais juste, on a clos les deux matchs. Messieurs, il y a une déclaration là, qui depuis hier fait énormément de bruit dans le rugby français. Messieurs, c'est la déclaration d'Olivier Magne, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire du 15 de France. Patrick, un joueur qui nous a fait gagner par le passé, mais est-ce qu'il a le droit de dire ce qu'il a dit? On rappelle qu'il a dit on ne gagnera rien avec cette génération. Alors il ne parle pas des jeunes qui viennent d'intégrer le 15 de France, il parle plutôt de Picamol, d'Ugé, de Guirado. Est-ce qu'il a le droit de dire ça, Patrick Dune, et est-ce que il a raison? Olivier Magne, rappelons-le quand même, a été, lorsqu'il joue l'équipe de France, un des meilleurs troisième lignes au monde. Olivier Magne, c'est vrai que moi j'ai été quand même surpris ce matin en lisant ses lignes, ses déclarations. Il parlait alors, en termes anglais, Benji, loser, des perdants. Bon, pour lui, bon, il faut passer le terme à autre chose. Non, il faut passer à une autre équipe de France. Pour lui, il considère qu'aujourd'hui, avec les joueurs qui sont là, les cadres, quand tu me posais la question, Benji, ils sont complètement dépassés. Ils n'ont plus de confiance. Donc l'avenir maintenant, de toute façon, le tournoi, sauf, allez, le tournoi, il est perdu. Il faut être objectif. Alors pourquoi pas? Bon, c'est vrai que est-ce qu'on peut partager ces déclarations? Bon, après, c'est lui il est le seul maître. Hein. Mais aujourd'hui, pourquoi pas? C'est-à-dire, bon, le tournoi étant perdu, on passe à autre chose et on prépare déjà maintenant la Coupe du Monde au mois de septembre prochain. Chamboule tout et on met les jeunes. Est-ce qu'en Angleterre ou au Pays de Galles, Ben, ce sont des choses qui arrivent? Des joueurs comme Martin Johnson, par exemple, Will Greenwood, que l'on a reçu dans cette émission, est-ce qu'ils se permettent de temps en temps dans les médias de taper du poing sur la table et de faire des critiques comme ça? Je pense que s'ils le font, ils le font pour essayer de motiver l'équipe. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qu'il a essayé de faire, Olivier Magne. Ceci dit, je pense qu'il faut laisser les joueurs de l'époque jouer leur jeu. Olivier Magne, c'était vraiment un très grand joueur. Je me souviens, il nous a écrasé les Anglais, les Gallois, les Irlandais plusieurs fois. J'espère qu'il l'a fait parce qu'il voulait les motiver. Parce que dans cette équipe de France, il faut quand même dire qu'il y a du bon. Ouais, il y a du talent. On a oublié de parler tout à l'heure. Pour moi, dans les tops de l'équipe de France, ça a été le retour, pas gagnant,
le retour de Fofana, qui a été au-dessus de tout le monde, de tous les joueurs français, et il a fait vraiment honneur à son maillot, à son niveau, parce que, rappelons Fofana, malheureusement, il a été blessé plusieurs années consécutives, d'où ses absences de l'équipe de France. Mais vendredi soir, Fofana était présent, il a apporté cette sécurité, c'est un grand joueur de ballon qui va très vite. Rappelons-nous, quelques années, c'est son exploit à Twickenham de 70 mètres, et tant mieux pour lui, mais maintenant il a 30 ans, il a moins de jambes comme il dit, mais il reste quand même une valeur sûre de l'équipe de France. Et malheureusement, il devrait manquer le match face à l'Angleterre ce week-end. Merci beaucoup Ben, merci Patrick. Forcément, ce match contre l'Angleterre, le crunch, on va le décortiquer vendredi dans cette émission Radio Rugby. Merci messieurs. Merci. Merci Benji, à bientôt. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.